Le politiquement correct, ce n'est pas français. Un Français qui dérape est un bon Français et je suis fier de déraper et je déraperai encore et j'incite tout le monde au dérapage. Qu'est-ce qu'en pense le petit monsieur Clavreuil ? Alain Soral, bonsoir. Bonsoir. Le 7 avril dernier s'est déroulé le procès Klarsfeld. Votre analyse ? Alors déjà, je n'y étais pas. Pourquoi je n'y étais pas ? Parce que j'ai estimé que je n'avais pas à me rendre à une mascarade. C'est-à-dire, on me fait un procès parce que je suis supposé avoir fait un commentaire d'humour noir sur un article que quelqu'un avait mis sur Facebook. Voilà. Et alors, je suis supposé avoir dit, commenté ironiquement le fait qu'on ait remis aux époux Klarsfeld la plus haute distinction honorifique en Allemagne. J'aurais fait une plaisanterie, je crois que c'était voilà ce et que ça vaudrait que rien que les partis civils, toujours les mêmes, me demandent, je crois, plus de 70 000 €. J'estime que j'ai pas, à participer à ce genre de mascarade. Gilles Clavreul, préfet, responsable de la DILCRA, précise que le message signalant le poste litigieux lui avait été adressé par un journaliste le 16 mai 2015 à 2h23. Il s'était rendu le même jour sur le compte Facebook concerné, auquel il avait pu accéder sans difficulté, bien que ne faisant pas partie des amis d'Alain Soral. Il affirmait, lorsque le compte Facebook identifié par les enquêteurs lui était présenté, qu'il s'agissait bien du même compte qu'il avait consulté et dont il avait fait une capture d'écran. Au vu de ces différents éléments, le ministère public faisait citer Alain Soral du chef d'apologie de crimes de guerre et contre l'humanité. Et j'ai bien fait de ne pas y aller parce que j'étais attendu là-bas, c'était un véritable piège. Il y avait la LDJ. T'as une belle gueule. Merci. Bientôt. C'est une menace ? Quoi ? Vous êtes menacé ? Je t'ai menacé. À bientôt. Bientôt. Je t'ai menacé, tu as entendu une menace ? Il y avait, je ne sais pas combien de dizaines de soi-disant fils et fils de déportés, ce qui est invérifiable, puis ce qui veut dire déjà, par leur intitulé même, qu'ils n'ont pas été déportés eux-mêmes. Je ne pense pas qu'il y ait de transmission normalement héréditaire de la souffrance. Ça n'existe pas normalement. Avec, vous savez, des espèces de badges jaunes. Tout ça dans le but d'empêcher en fait la sérénité des débats. Je les vois, les vidéos de Soral. Il n'y a que de la haine, monsieur. Ok ? Oui, il n'y a que de la haine. Et de la négation. Pourquoi des gens comme Alain Soral, ils n'iraient pas faire mumuse un peu avec d'autres ? Pourquoi ils n'iraient pas faire de la provocation, aller gratter là où ça fait mal, je sais pas moi, chez des anciens nazis par exemple, ou alors chez des, je sais pas moi, pas toujours les mêmes. C'était très agressif et très violent, parce que je crois qu'il y a une folle qui avait vraiment l'air allumé, a demandé à mon avocat s'il me défendait par conviction et s'il aurait défendu Eichmann, par exemple. Est-ce que d'accepter d'être l'avocat de M. Soral est un acte militant ? Vous pouvez ne pas répondre. De votre part. Non, c'est la fidélité pure et simple à mon serment, au serment que j'ai prêté. D'accord. Oui. Donc vous auriez défendu Eichmann, Hitler... Il me semble que je suis français et que je n'ai rien à voir avec les Allemands des années 30 qui auraient trouvé sympathique la politique nationale-socialiste allemande. Je rappelle que, puisqu'on est dans les fils d'eux, que je suis personnellement fils de résistants savoyards, du côté de mon père chez les Bonnets, du côté de ma mère chez les Chardon-Raisins, et que mon oncle est quelqu'un qui a rejoint De Gaulle dès 40. Voilà. Donc normalement, je pourrais arriver aussi avec un badge fils de résistant, puis peut-être demander une pension aussi. Donc on était vraiment dans le grand n'importe quoi. J'ai un peu compris ce qu'on entendait par mauvaise foi. C'est pas être sincère ou être de bonne foi et de mauvaise foi. Non, c'est qu'il y a une foi qui est bonne et il y a une foi qui est mauvaise. Bon. Et il y a des gens qui doivent faire la preuve, qui sont condamnés d'avance parce qu'on sait d'avance qu'ils n'ont pas la bonne foi.
Ce que je voudrais rappeler, je dois en profiter parce qu'on s'attendait à ce que je fasse, je sais pas comment on dit, profil bas ou teshuva, c'est que je n'ai aucune admiration pour les Klarsfeld et que je suis très inquiet que ça devienne des modèles de morale pour pour l'Europe, hein, d'une façon générale, et pour notre monde. Et ça bat en brèche, en fait, toutes nos valeurs, on va dire, helléno-chrétiennes, hein, c'est-à-dire la notion de la justice et du droit romain et la charité chrétienne. Hein. Je rappelle que ce monsieur Klarsfeld s'est réjoui d'avoir pu arracher un œil et plusieurs doigts à un vieillard ancien cadre du régime national-socialiste allemand réfugié en Syrie. C'était une initiative, je ne peux pas dire comment, mais en tout cas, bon, c'était une revue d'herboristerie. Il s'intéressait beaucoup à l'herboristerie. Et d'Autriche est partie une revue cylindrique, comme toutes les revues, cylindriques, et quand il l'a ouvert, il a perdu les doigts d'une main. Donc il savait que les victimes ne l'avaient pas oublié. Tout ça d'ailleurs est contre le droit international. Se réjouir d'avoir mutilé quelqu'un en lui envoyant un colis piégé, c'est quand même très loin de la morale que je respecte. Quant à Madame Klarsfeld, elle incarne quoi? L'hystérie féminine, la brutalité allemande, au service de la vengeance tribale juive. Je suis allemande, je suis fière d'être allemande, je suis une bonne allemande et une bonne patriote. Et je crois que justement, ce que j'ai avec mes actions, j'essaie de montrer aux Allemands les devoirs qu'ils ont à remplir. Car ça n'a pas d'importance si ces Allemands font partie de l'Allemagne de l'Ouest, de l'Allemagne de l'Est. Ça n'a pas d'importance non plus s'ils font partie d'un parti plus de droite ou de gauche ou du centre. C'est-à-dire ces devoirs sont propres à tous les Allemands. J'estime effectivement, voilà ce qui arrive quand on ne fait pas le boulot, c'est-à-dire le boulot de ce que c'est d'enseigner ce que c'est que la vraie morale, hein, la charité, le pardon chrétien et la justice authentique. La justice n'est pas la vengeance, hein, et la charité chrétienne implique le pardon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, justement après Nuremberg, on peut estimer que des décennies après, les choses s'apaisent et qu'un vieillard de 90 ans, on peut le laisser mourir en paix, avec peut-être sa culpabilité, ses questions de conscience, et ne pas s'acharner à voir le traîner à un tribunal international sur un brancard. Les mots réels ou supposés de John Demjanjuk, 89 ans, imprimeront leur rythme au procès. Il ne pourra être entendu que pendant 2 fois 90 minutes par jour. L'un de ses avocats compte encore contester son aptitude physique à supporter les audiences jusqu'en juin. Je voudrais que la Cour le reconnaisse coupable et que le monde sache ce qui s'est passé à Sobibor. Je pense que tout ça est de très mauvais augure et je n'aimerais pas, moi, que mes enfants prennent les époux Klarsfeld pour modèle. Hein. Et d'ailleurs, les époux Klarsfeld, ça a donné quoi? Leur rejeton, qui est en toute la synthèse des deux, mélange d'hystérie, de brutalité et de vengeance, frontière, c'est-à-dire là où on passe ses journées à humilier au checkpoint des vieillards et des femmes palestiniennes. I'll be back early in the morning. Ça fait. Be back in the morning. Be back. Food for my wife, Christmas tomorrow, and one gift, do meat for my family. مكتوب ساكن في كالين. Je n'arrivais pas à me reconnaître dans la politique extérieure de la France, qui a ses intérêts, mais qui n'est pas celle du peuple juif. Et d'ailleurs, mon inquiétude va bien plus loin que ça, c'est que je me dis que si jamais les époux Klarsfeld deviennent le modèle, je redoute le jour où émergeront de l'histoire fatalement les Klarsfeld palestiniens, hein, c'est-à-dire un couple d'un descendant d'une victime des assassinats ciblés des Israéliens sur un cadre du Hamas et d'une Israélienne de gauche hystériquement antisioniste après plusieurs générations, et que ce couple de Klarsfeld, on va dire israéliens, se mettront à traquer le petit Klarsfeld Junior, hein, le traîneront à un tribunal international à 90 ans pour avoir été garde frontière dans l'armée israélienne dans les années 90. Si je croyais qu'Israël était un pays d'occupation, j'aurais pas fait l'armée ici, franchement. J'aurais pas fait l'armée. Moi, je pense que la racine du conflit, c'est parce que les dirigeants palestiniens ne veulent toujours pas reconnaître l'existence de l'État d'Israël comme un État à caractère juif. Donc je pense que tout ça
est non seulement très mauvais pour la morale et la justice authentique, mais même très mauvais pour la jeune génération juive, celle de demain et d'après-demain. Hein, parce que forcément, avec toutes les exactions qu'ont commis les Israéliens, enfin le régime israélien et Tsahal depuis des années. Cette scène, surprise par une caméra de télévision américaine, révèle au monde entier que l'armée israélienne a reçu l'ordre de frapper, de briser les os, les bras, les mains qui lancent des pierres. Un jour, forcément, des Klarsfeld palestiniens, israéliens, se lèveront pour demander des comptes, non seulement aux descendants d'Israéliens, avec cette idée de plus en plus officielle de la transmission de la faute, hein, qui est du tribalisme, se lèveront pour persécuter effectivement des gens qui, comme moi, n'y sont pour rien. Hein. On m'intente systématiquement des procès politiques, hein, en demandant d'ailleurs qu'on fasse de la publicité au jugement rendu, en m'imposant des publications très chères dans des journaux, etc. Je fais remarquer que normalement, ce sont des procès publics auxquels le public peut assister. Or, ça se joue dans des salles minuscules, avec une très grande difficulté d'accéder. Hein. C'est des heures d'attente maintenant pour rentrer dans le palais de justice. Or, en fait, ce sont des procès à huis clos déguisés. Je trouve que normalement, on devrait demander, et il devrait être accepté comme aux États-Unis, que ces procès, qui sont des procès politiques qui intéressent le public français notamment, puissent être filmés. Hein. Or, c'est interdit. Hein. Nous sommes obligés, nous, de prendre en sténo les procès pour essayer de sortir après des fascicules pédagogiques. Et je pense que normalement, ma demande devrait être acceptée par toutes les parties, que les Français voient ce qui se passe au procès d'Alain Soral, intenté toujours par la même communauté et pour les mêmes raisons. Des raisons d'insoumission à un pouvoir de plus en plus grandissant et inique et injustifiable selon les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, hein, qui sont censées régir notre République. Je pense que ces gens-là verraient ça d'un mauvais œil, parce que là, les Français verraient la partialité des juges, leur brutalité, la médiocrité des parties civiles et leur malhonnêteté. Monsieur Kirman, bonjour. Quelques questions pour RTV. Le média d'Alain Soral. Bonjour. Monsieur Fickelkraut, une petite réaction? C'est pour RTV, le média d'Alain Soral. Non. Maître, pourquoi avoir dit que j'avais provoqué Monsieur Aziza lorsqu'il m'a frappé? J'ai pas dit, j'ai plaidé. Comment? Oui, vous avez plaidé. Vous n'aviez pas le droit de le filmer, qu'il refusait. J'ai parfaitement le droit de le filmer. Non. Monsieur a le droit de filmer. Mais monsieur a le droit de filmer sur un lieu public. C'est les instructions qu'on a du commissaire. Bah si, dans un lieu public, on a le droit de filmer. J'ai parfaitement le droit de plaider le contraire. Les Français qui sont encore élevés, eux, dans des valeurs qui ne sont pas les valeurs Klarsfeld, mais je dirais des valeurs helléno-chrétiennes, seraient profondément choqués, comme ils seraient choqués de voir ce qui se passe au procès de Dieudonné. Vous êtes devant votre juge, monsieur Boulard. Hein? Au-dessus, il n'y a personne. Hein. Je veux dire, il n'y a personne. Si je veux, monsieur Boulard, si je veux, ce soir, vous rentrez chez vous. Hein? Autrement, vous allez en prison. Voilà, ça dépend de ce que j'ai mangé, de comment je... Donc je pense que de plus en plus, nous allons demander la publicité réelle des débats et que ces procès soient réellement, puisque ce sont des procès politiques, que ce soit des procès publics, que la partie adverse et le parquet, c'est la partie adverse aussi, hein, le parquet c'est le pouvoir, c'est pas la chancellerie, m'octroie ce que Staline octroyait quand même au procès de Moscou, c'est-à-dire que les procès étaient filmés. C'est bien la mort qui attend Boukharine. Le 2 mars 1938, dans une salle remplie de membres de la police politique, son procès commence. C'est une formalité. J'aimerais bien que j'ai droit, pour mes procès, à ce qu'avaient droit au moins les victimes de Staline en 1936, lors des procès de Moscou, qui étaient filmés et rendus publics.
on voit bien qu'il y a non seulement un acharnement, mais il y a un crescendo. On voit bien qu'en ce moment, la communauté, on va dire sioniste toute puissante en France, hein, parce que c'est ça le problème, qu'elle soit toute puissante en Israël, c'est le problème des Israéliens et des Palestiniens, mais qu'elle soit toute puissante en France, pour un patriote français, un citoyen honnête, c'est très inquiétant, insupportable et de mauvais augure. Hein. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a l'idée de criminaliser de plus en plus toute personne qui critique la dictature qui est en train de se mettre en place, et notamment qui se met en place sur la question de la soumission au sionisme, et de la soumission inconditionnelle au sionisme inconditionnel. Et c'est dans cet esprit-là, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, que la France est résolument opposée au boycott d'Israël, notamment quand il s'exprime à travers le mouvement dit BDS. La Cour de cassation a jugé plusieurs fois, et encore récemment, que l'appel de cette organisation à ne pas acheter des produits israéliens constituait une discrimination fondée sur l'appartenance à une nation. Cette discrimination n'est pas seulement illégale, elle est illégitime. Il y a une vraie volonté aujourd'hui, on le voit par la condamnation de BDS par les tribunaux français, de criminaliser l'antisionisme et la résistance au sionisme, que ce soit là-bas ou ici. Et là, j'ai été convoqué à la police sur plainte, une fois de plus, de la communauté organisée. Là, je crois que c'était l'inénarrable Samy Gozlan, avec son BVN, je sais pas quoi, un truc où il est tout seul. Hein. Il m'a fait convoquer à la police, et le parquet instruit. Tu vas nous dire exactement pour quelle phrase j'ai été convoqué par la police. Inévitable et sordide récupération de la mort de 120 Français, morts principalement à cause de la politique française en Afrique et au Moyen-Orient, au service des intérêts sionistes. Donc on essaye de dire que ce commentaire doit être considéré comme criminel aujourd'hui en France. De dire donc que les attentats que nous subissons en ce moment sont liés à la politique catastrophiste qu'a eu l'État français en Afrique et au Moyen-Orient. Je suis conscient de la force de ce que je suis en train de dire. Monsieur Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. C'est dans ce contexte que le gouvernement français prendra la décision de briser l'embargo européen. Dans le secret le plus total, Paris livre des armes aux rebelles. François Hollande le reconnaîtra beaucoup plus tard dans une confidence à l'auteur de ce livre. Nous avons commencé quand nous avons eu la certitude qu'elles iraient dans des mains sûres. Pour les armes létales, ce sont nos services qui ont procédé aux livraisons. Que se passe-t-il quand ces djihadistes rentrent en France ? Nous devons d'abord faire la preuve qu'ils combattent dans des groupes proches d'Al-Qaïda. Monsieur le ministre, pour parler clair, tous les combattants français actuellement en France seront poursuivis par la justice, c'est ce que vous dites ? Pas tous, pas tous. Les services secrets syriens sont venus il y a 2 ans lui proposer la liste de tous les djihadistes français opérant en Syrie. Bernard Squarcini s'est tourné vers son homologue français qui a dit effectivement ça m'intéresse mais il faut que je réfère au Premier ministre Manuel Valls. Manuel Valls a dit pas question, nous n'échangeons pas de renseignements avec un régime tel que la Syrie. Il est officiel et indiscutable que nous avons favorisé et financé les réseaux djihadistes pour aller combattre le régime d'Assad en Syrie. Que font les armes françaises sur le front syrien? Pouvez-vous me le dire? Que font les missiles Milan sur le front syrien? Tant que ces groupes s'attaquaient aux chiites, aux alaouites, on a fermé les yeux, hein, jusqu'ici tout va bien, parce que ce sont nos ennemis étant donné qu'ils sont alliés à la Russie. Donc on n'a pas vu venir, on n'a pas voulu voir la réalité. Le 28 janvier 2013, le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius a déclaré que le front Al-Nosra faisait du bon boulot. La diplomatie française a instrumentalisé des mouvements terroristes pour parvenir à des objectifs qui ne correspondent même pas à l'intérêt de notre nation. Cette politique absurde, mélange de cynisme et d'amateurisme, nous l'avons payé le prix du sang. Donc j'ai fait un commentaire qui était frappé au coin de la morale et du bon sens et de la vérité historique. Et pour ça, j'ai quand même été convoqué par la police sur dénonciation de M. Samy Gozlan et de son association qui ne comporte que lui-même, et tout ça validé par le parquet. En revanche, j'ai dit que trop c'était trop, et que là j'ai gardé mon droit au silence, c'est-à-dire que je n'ai rien dit, et donc on verra s'il y a un procès pour ça. Alors j'ai été convoqué à mon lieu de résidence qui est à 350 km de là où je travaille, pour être en fait arrêté et menotté, pour être amené de force devant un juge d'instruction
de l'autre à 800 km, là aussi pour une plainte à cause d'un commentaire sur Facebook. Quelqu'un a porté plainte avec constitution de partie civile, un juge d'instruction a exigé de me voir, et comme je ne m'y suis pas rendu spontanément et avec plaisir, parce que j'ai un peu autre chose à faire, et je trouve un peu scandaleux ce harcèlement, on a mobilisé trois gendarmeries pour venir me chercher, à 3 voitures avec plus de 10 gendarmes, pour m'amener de force de l'autre côté de la France. Voilà où on en est aujourd'hui. On mobilise plus de 10 gendarmes pour aller arrêter Alain Soral pour qu'il s'explique devant un juge d'instruction à l'autre bout de la France sur un commentaire qu'il aurait fait sur Facebook. Voilà où on en est. Et après, on se permet de donner des leçons de droits de l'homme à la Birmanie ou à la Corée du Nord. Alors, ce qui est intéressant, c'est, on va le mettre en post-production, il faut relire le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit en gros que nul ne pourra être inquiété pour ses opinions. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi. C'est-à-dire que c'est la fin de l'arbitraire et c'est la possibilité de penser ce qu'on veut. Cette liberté a été progressivement reniée, toujours par les mêmes, je le précise bien. Il y a eu d'abord le décret Marchandeau qui a été abrogé, et puis la loi Pleven, puis la loi Guesso, mais il n'y avait même pas besoin de la loi Guesso, puisque je rappelle que Le Pen, pour avoir considéré... Je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Une opinion qui peut ne pas être partagée. Déjà, avec la loi Pleven, il avait pris 130 millions de centimes d'amende, et pour avoir ne pas s'être parjuré ou déjugé, il a été recondamné une deuxième fois récemment, ce qui était même étrange, parce que normalement, on ne juge pas la même chose 2 fois. Est-ce que, lorsque vous avez parlé de point de détail, vous avez regretté à un moment donné ou à un autre? Pas du tout. À aucun moment. À aucun moment. Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée, que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre qu'elle soit la guerre qui soit un détail de vous des chambres à maintenez gaz. ces propos. Petit à petit, au nom de la défense des minorités par rapport à la majorité... La démocratie, c'est la défense des minorités contre les majorités. C'est ça la vérité. On a renié, la liberté d'opinion pour réinstaurer le délit d'opinion systématique quand il s'agit, de critiquer une certaine communauté, est toujours la même, et d'afficher une certaine insoumission à sa puissance exorbitante. Des règles nouvelles doivent être imposées à Facebook, Twitter et Google pour freiner cette évolution. L'état d'urgence doit aussi s'appliquer sur Internet. Et j'ajoute, Monsieur le Président, que la disposition visant à sortir les délits antisémites et racistes du droit de la presse pour les faire rentrer dans le droit commun figurera dans le projet de loi Égalité-Citoyenneté soumis au Parlement au printemps. Il s'agit surtout d'identifier qui sont les leaders d'opinion sur Internet, c'est-à-dire ceux qui sont suivis, ceux qui attirent du monde. Il s'appelle Soral, il s'appelle Dieudonné. On va cibler un certain nombre d'adversaires et on ne va pas les lâcher. À partir de là, nous arrivons à obtenir, à législation constante et à moyens à peine augmentés, nous arrivons à obtenir un certain nombre de résultats. Et ça ne suffit pas. Et de toute façon, ça ne suffira jamais. On a fait la Révolution française pour en arriver à un pouvoir arbitraire à côté duquel le roi de France, c'était ce qu'en dit Charles Maurras. C'était vraiment l'anarchie plus 1. Il était beaucoup plus facile de critiquer le pouvoir religieux et le pouvoir aristocratique sous l'Ancien Régime que de critiquer le pouvoir sioniste aujourd'hui. C'est une certitude. Et il est même beaucoup plus facile de critiquer le pouvoir israélien en Israël que le pouvoir israélien sur la France. C'est une certitude aussi. Gilad Atzmon me le confirme chaque jour. Voilà.
Fais pas ci, fais pas ça, vote pour lui, pas pour celui-là. Je veux un amendement, viens ici, fous-moi le camp. Cette loi, je la veux, c'est pour le beauf à mon neveu. Vire-moi cette manif devant le dîner du CRIF. Fais pas ci, fais pas ça, tu viendras à ce dîner et tu vas nous écouter. Ferme-la, Black Kerman, il va falloir te prosterner. Il peut pas blairer l'islam, vas-y, passe-moi du poulet. Oulala, qu'on a souffert, son discours a commencé. Nous, on a connu l'enfer, vas-y, sors un petit billet. Va, fais pas ci, fais pas ça, tu viendras à ce dîner et tu vas nous écouter. Tu diras aux journalistes que t'es devenu sioniste et tu leur diras aussi que tu n'aimes pas ton pays, que le tien c'est Israël, que ce sera éternel, qu'il y a une avant-garde. Vas-y, passe-moi la moutarde. Parmi tous ces dysfonctionnements et ces abus incroyables, je me pose la question de la présence systématique de l'inénarrable Frédéric Aziza, qu'on peut, sans que ce soit de la diffamation, qualifier d'avorton hystérique, puisqu'il est minuscule de taille et très très excité. Non, vous ne me filmez pas parce que sinon je la pète votre caméra. Attention, ok, je la pète votre caméra. Tu dégages avec cette caméra. Vous m'agressez ? Oui, je t'agresse. Et j'ai réfléchi, je me dis, mais pourquoi la communauté organisée, qui est tout sauf idiote, envoie ce type qui n'incarne pas par sa finesse le génie juif? Car Sorel et Dieudonné fonctionnent comme des gourous, et plus précisément, ils sont des gourous de la haine. Ça serait plutôt le bas de gamme de la communauté. Pourquoi il me l'envoie systématiquement face à moi? Et là, j'ai pensé à Clément Méric. Je pense qu'il y a une volonté de la communauté de nous envoyer ce type nous harceler physiquement dans l'espoir que nous répondions. S'il vous plaît, caméra. Nous, on est ici, on fait ce qu'on veut. Non, tu fais pas ce que tu veux ici. Le rôle d'Aziza, c'est de nous harceler, de me harceler, pour qu'à un moment donné, il y ait action-réaction. Voilà. Alors je préviens ici, nous avons donc compris la stratégie Clément Méric d'Aziza, Aziza n'étant jamais qu'un instrument comme l'était le petit Méric, et nous ne tomberons pas dans le piège. Aziza, je te veux si tu veux de moi, danse avec moi. Si tu crois que ta vie est là, ce n'est pas un problème pour moi. Donc maintenant, sachez que ce n'est pas la peine d'insister. Peut-être, offrez-lui des vacances. Vous êtes une merde intégrale. D'accord, très bien. Alors il y a deux choses déjà, c'est de voir un peu cette haine tribale qui est très choquante par rapport à nos valeurs profondes, qui ne sont pas les valeurs Klarsfeld, mais qui sont les valeurs, on va dire, universelles, helléno-chrétiennes, hein, c'est-à-dire la raison et la charité. Quand un type meurt, vieux comme ça, qui était en plus un caricaturiste, c'est pas un général d'armée, c'est pas un type qui a du sang plein les mains comme Fabius ou comme Bernard-Henri Lévy. Que immédiatement le commentaire qui en est fait par Finkielkraut, qui est, je vous rappelle, académicien. Les nouveaux habits d'Alain Finkielkraut. Regardez, épée et habit vert, le philosophe a rejoint tout à l'heure l'Académie française. C'est de dire Siné était antisémite. Je suis antisémite, a déclaré Siné. Je n'ai plus peur de l'avouer. Je vais faire dorénavant des croix gammées sur tous les murs. L'antisémitisme est condamnable quand il vient des skinheads identitaires, mais quand il s'exprime au nom des damnés de la terre, prétendus damnés de la terre, et soi-disant pour la cause palestinienne, alors on ne voit pas le problème. C'est inquiétant, c'est consternant. C'est-à-dire ce judéocentrisme hystérique qui fait que la première question que se posent ces représentants officiels de la communauté, de la supposée communauté juive, c'est de savoir quand un type meurt, ou quoi qu'ait fait un type, de savoir d'abord s'il est philosémite ou antisémite. Hein. Et puis quand un type meurt, la première chose qu'on dit, c'est paix à son âme. Hein. Voilà. Et on envoie un message de condoléances à la famille. Il était antisémite. Sous-entendu, bien fait qu'il soit mort, il méritait de crever et on ira cracher sur sa tombe. Mort du dessinateur Siné, une ordure anti-juive de moins. Le caricaturiste antisémite Siné est mort. Bon débarras. Bonne nouvelle. Les ordures crèvent un jour. Un antisémite de moins, tant mieux. Qu'ils crèvent tous. C'est dommage que cet antisémite avait quitté l'équipe de Charlie Hebdo. Car il aurait vécu moins longtemps. 87 ans, c'est beaucoup trop pour cette ordure. Ne boudons pas notre plaisir. Dans l'époque pourrie islamisée infectée par le vivre-ensemblisme de l'Europe bruxelloise,
Il y a une très bonne nouvelle, le départ définitif de cette pourriture de Sidney. Ça a mis 87 ans à arriver, et on se dit que l'eugénisme pratiqué sur certains, comme la mère de Sidney, aurait eu du bon. C'est beau tout ça. Effectivement, voilà ce qui arrive quand on ne finit pas le boulot. Hein. On se retrouve avec des talmudistes polonais en train d'incarner le génie français sous la coupole. C'est gravissime. Et qui expriment à chaque fois, effectivement, non pas le génie français, hein, sauf quand ils font des parodies de Barès à la télévision, mais qui expriment bien leurs valeurs tribales et vengeresses. Hein. Mais quelques décennies après, il était allé à Jeun à un meeting pour la liste Europe-Palestine organisé par Dieudonné. Et sur la scène avec Alain Soral, il a fait conspuer le nom de certaines personnalités juives. Et vous avez parlé de son éviction de Charlie Hebdo. Oui, alors j'ai fait une grosse analyse la dernière fois sur, selon moi, l'avenir du FN, de Marine Le Pen et du FN au présidentiel. La double candidature Valls à gauche, Juppé à droite, est le piège mortel qui fait que Marine Le Pen ne sera pas au second tour. Je l'ai fait suffisamment tôt en prenant des risques. Je ne dis pas que j'ai raison, mais c'est mon analyse. Hein. Alors après, j'ai lu les commentaires qui étaient faits de cette analyse, et petite remarque, les commentaires les plus apodictiques en général sont toujours les plus bêtes. Hein. C'est vrai que moi je fais jamais de commentaires sur Internet, et c'est vrai que souvent les gens qui ont des commentaires à faire, ils pensent qu'ils pensent, et ils pensent pas grand-chose, et ils l'expriment très bien, en général par leur grossièreté. Alors la première remarque que je vais faire, c'est que j'avais dit que Marine Le Pen, incarnant plus, la guerre civile et la haine la violence ou la revanche ou anti-musulmane, était quelque chose qui était dangereux pour avoir une stature présidentielle. Et j'avais dit que son anti-islamisme risquait de lui coûter cher. Donc là, elle se trouve confrontée à deux choses. C'est un changement de stratégie, c'est-à-dire que la soumission affichée au CRIF ne lui permettra jamais de prendre le pouvoir par les voies démocratiques et par les urnes. C'est pas possible. Et deuxièmement, si elle veut y arriver quand même, de toute façon, où va-t-elle trouver les 10 ou 11% qui manquent? Elle ne les a pas. Celui qui les a, c'est moi. C'est ma ligne. C'est égalité et réconciliation. Alors les gens disent, oui, c'est pas les musulmans qui feront élire Marine Le Pen. Donc je n'ai pas du tout dit que quand on produisait un projet politique de réconciliation nationale, ça allait faire voter les musulmans pour le Front National. J'ai dit que produire une proposition de réconciliation nationale, notamment avec les musulmans, ça allait pousser beaucoup de Français à voter pour le candidat qui faisait cette proposition. Et que malheureusement, Marine Le Pen ne fait pas cette proposition alors que Juppé, lui, l'a fait. Dans ce café, c'est un Alain Juppé en pleine séance de consultation. Autour de la table, des responsables d'associations musulmanes de la Seine-Saint-Denis. Pour le maire de Bordeaux, la solution pour un islam de France tient en un seul mot. Le dialogue. L'islam de France, la religion musulmane de France, a sa place en France. Donc comprenez bien que quand on tend la main aux musulmans pour produire une réconciliation patriote nationale par le haut, le but c'est pas de faire voter les musulmans qui sont ils sont peut-être quelques millions à voter, c'est de faire voter les Français qui pensent qu'on vote pour un président qui vous propose des solutions de paix et des solutions qui pérennisent, qui perpétuent la paix civile. Les Français, en fait, ne votent pas pour un candidat qui va accélérer la guerre civile et le chaos en France. C'est ça que je voulais dire, donc je précise. Il y a des gens qui comprennent pas bien ce que c'est que la finesse et la transitivité et le billard à trois bandes. Quand on se réconcilie avec les musulmans, on fait pas voter spécialement les musulmans. On fait voter tous les Français qui ont envie de réconciliation. Voilà. Première mise au point. Et ça, c'est Juppé qui fait cette offre intelligente en ce moment. Marine ne la fait pas. Et deuxième remarque, arrêtons de focaliser sur la question musulmane qui est en fait la question des banlieues, c'est-à-dire des islamo-racailles, pas des musulmans du quotidien dont on ne parle jamais. 21h30, l'heure de sortie de l'atelier, la fin de son 3-8. Abdelaziz, 37 ans d'usine, est ouvrier tourneur de pièces automobiles. C'est difficile dans une usine de réfléchir à sa liberté individuelle, parce que déjà on est tenu par un carcan, par le travail, par les horaires, des musulmans du quotidien dont on ne parle jamais, qui en général sont des bons pères de famille, des bonnes mamans, et qui vivent selon des valeurs un peu traditionnelles comme celles qu'on essaie de défendre à la Manif pour tous, et qui ne posent aucun problème, et qu'on ne voit jamais. Fils de France est un mouvement patriote. La Manif pour tous est un mouvement qui défend les intérêts de la France au plus haut point et dans ses valeurs traditionnelles. À ce titre-là, nous nous rejoignons complètement.
les musulmans diplômés, les musulmans assimilés, la petite et moyenne bourgeoisie montante musulmane. On ne pense qu'aux délinquants de banlieue, c'est-à-dire à ceux qui ont fourni les bataillons de Daesh. Pour l'instant, les membres des soldats d'Allah sont moins d'une dizaine. En Syrie, il y a Youssef, un Tunisien. Il entraîne les nouveaux arrivants de Daesh. Il les fait rêver avec ses armes lourdes. À Roubaix, dans le nord de la France, il y a Abou Suleiman. Il vient du banditisme des quartiers. Il affirme être recherché par la police pour séquestration et torture. Qui ne sont pas des musulmans, qui sont des délinquants et qui ont plutôt à voir avec l'idéologie SOS racisme poussée à son paroxysme. C'est que moi, ça m'intéresse de savoir comment. T'étais de l'agneau qui jouait à la PlayStation. Parce que j'imagine que tu jouais à la PlayStation. Et que t'écoutais quoi? T'écoutais du rap? T'écoutais rock. Alors je dis à ceux qui ne voient que cette question-là au niveau par rapport au vote présidentiel, qui fassent comme moi, qui prennent leur véhicule, leur moto et qui traversent la France. Et qui verront qu'en France, il n'y a pas que les banlieues et qu'il y a même, en fait, bien autre chose que les banlieues. Il y a la ville où il n'y a pas de musulmans et pas de racailles. Et puis après, il y a tout ce qui est le périurbain, c'est-à-dire la France rurale, la France des pavillons. Je rappelle que la France est, avec l'Espagne, le pays le moins peuplé d'Europe, où il y a le plus justement de zones non urbaines. Ce qui apparaît en blanc, ce sont les grandes villes, ce sont ces grandes métropoles qui créent de l'emploi, qui sont dans la mondialisation, qui arrivent à produire de la richesse. Cette nouvelle carte de France est édifiante. Il y a une fracture nette entre la France des grandes agglomérations et le reste du territoire. En bleu, vous avez les territoires fragiles socialement. Ces zones qui apparaissent en bleu sur la carte ne sont pas les déserts humains que l'on imagine. Cette France, loin des métropoles, rassemble au contraire 60% des Français, une part importante de la population. Cette France périphérique, c'est une France à l'écart de la mondialisation, à l'écart du marché de l'emploi, à l'écart des secteurs économiques qui comptent. Et que là, ce que veulent défendre les Français, leur question, c'est pas la lutte contre l'islam ou l'islamisme radical, c'est la défense des services publics de proximité, c'est leur inquiétude par rapport à la baisse de qualité de la médecine, par rapport à la baisse du remboursement de la sécurité sociale, par rapport à la baisse du niveau de l'éducation nationale. Ras-le-bol des profs absents, non remplacés, et des contractuels parachutés dans les écoles. Alors ils campent sur ce terrain vague, en famille. Je voudrais avoir des remplaçants qui soient au niveau de notre vraie maîtresse. On nous a dit d'écrire des A majuscules et des A minuscules alors que moi je suis en CM1. Et ça c'est un niveau de CP. Des lignes d'écriture en CM1, cela affole les parents. Très angoissée parce qu'il faut derrière réussir à travailler avec nos enfants le soir. Et ça nous met en colère. Des témoignages comme celui-ci, le collectif de parents en a des dizaines qu'il compte adresser aux défenseurs des droits. On a des témoignages de gens qui n'avaient absolument pas l'intention de travailler dans l'éducation nationale et à qui Pôle emploi a proposé un travail, 3 minutes d'entretien, et qui ne sont ni formés ni accompagnés. C'est ça les vrais soucis des Français. C'est pour ça qu'ils voteront en réalité. L'emploi et en fait tout ce qui a à voir avec l'État-providence, la défense de l'État-providence, c'est-à-dire à la fois de la douce France et de l'exception française. Quand Lydie et William, les parents de Sandrine, étaient jeunes, faire partie des classes moyennes était forcément synonyme d'ascension. Elle était secrétaire, lui, tuyauteur-soudeur. À l'époque, ils étaient insouciants. C'est-à-dire qu'on ne se projetait pas trop dans l'avenir parce qu'on vivait un peu au jour le jour, on n'avait pas de soucis, beaucoup moins de soucis. Donc l'argent qu'on avait, on en profitait. On a acheté notre maison, on a fait tous les travaux facilement. Un mois, ça n'allait pas. Le lendemain, le mois d'après, je faisais un chantier, je faisais des heures en bagarre et puis ça gâtait. C'était le trou qui a bouché, comme on dit. Comment vous voyez l'avenir de vos petits-enfants, par exemple? Pas très clair, pas très bien. Mais ces deux-là, ça va. Ils sont encore à peu près sauvés. Et ces petits-là, derrière... On ne sait pas ce que ça va devenir. Non. On ne voit pas trop clair. Là. On va faire pas y penser, moi. Quand on se balade en France, comme l'a fait d'ailleurs récemment Raymond Depardon dans un espèce de film documentaire, on constate que la problématique islamo-racaille et banlieue est surmédiatisée, mais en réalité statistiquement assez, je dirais, marginale. Et que c'est un piège, le piège à la F de souche, qui touche en fait des jeunes excités, souvent en fait, qui sont la symétrie des racailles. Que ce n'est pas une vision lucide et valable politiquement.
Je ne dis pas d'ailleurs que ce n'est pas un problème, hein. Les racailles sont un problème, l'islamo-racaille est un problème, l'islam radical est un problème, mais ce n'est pas le problème français majeur et majoritaire. Et d'ailleurs, ce problème gonflé a pour but de cacher les vrais problèmes, hein, qui est notamment la question, ce qu'on voit en ce moment, la loi travail et tout ça, c'est-à-dire la destruction de la France sociale. Hein, voilà. Je travaille en usine depuis mes 20 ans, j'ai jamais été au chômage, et plus ça va, donc ça fait 27 ans que j'ai le même salaire, et là on va encore me demander de faire des sacrifices, en sachant que tous ces financiers sont en train de se faire des couilles en or, avec des poils en diamant, et nous, il faut qu'on écrase notre gueule. Alors non, maintenant ça suffit, il y en a ras-le-bol de leurs conneries, ras-le-bol. C'est soit ils lâchent du lest, soit on va leur péter à la gueule. Et là, c'est pas un syndiqué, c'est pas un CGT, il n'y a aucun mouvement derrière, c'est un Français qui vous parle, avec une famille comme vous, avec des enfants, des grands-parents, qui sont tous en train de crever comme des cons. Oui, on n'est pas en Inde, mais eux, ils voudraient bien qu'on se transforme en Inde ou en Grèce. Tout le monde au niveau de la Grèce, comme ça, eux, ils ramassent. Alors non, c'est non. Vous êtes en France, on défend la France, on est des Français, pas des terroristes. C'est eux les terroristes, on est d'accord ? En réalité, Marine Le Pen a compris qu'il fallait rompre, et son père l'avait compris avant elle, avec le riganisme français et avec un Front National libéral, en allant vers un Front National social, parce qu'effectivement tout le monde rallierait le néolibéralisme, comme on le voit avec l'émergence de Macron au Parti Socialiste, et que c'était au mouvement national de faire effectivement, de dire qu'il fallait défendre, comment dirais-je, l'exception française et la France sociale et les acquis des 30 Glorieuses, du CNR, etc. D'accord, mais voyez-vous, moi je pense que la vraie solution, c'est recréer une industrie française déjà, parce qu'on est le pays qui se désindustrialise le plus vite. Or, on n'y arrivera pas avec l'euro actuel, on n'y arrivera pas avec la monnaie unique, on n'y arrivera pas avec l'ouverture totale des frontières à la concurrence déloyale et donc le refus du protectionnisme que nous proposons. Mais ça, ce sont des mesures concrètes. Après qu'il y ait des choses à faire vis-à-vis du tourisme, certainement, mais c'est tout à fait marginal et ça ne doit pas entraîner le détricotage de notre modèle de société, parce que le travail le dimanche, c'est quand même un acquis. Je suis pas pour le retour à la société du 19e siècle. Aller vers la gauche du travail, défendre les acquis sociaux, défendre même le statut des fonctionnaires, etc. Ce que le Front National a très bien fait. Mais Marine Le Pen a cru que s'il fallait qu'elle aille plus vers la gauche du travail, il fallait qu'elle soit moins à droite. Il se trouve que la droite traditionnelle, la droite parlementaire, l'UMP, était en décomposition totale, elle était en morceaux, elle était dispersée façon Pulse, et qu'il y avait un électorat tout entier qui s'est retrouvé orphelin. Et en fait, au moment même où la droite était à terre, nous n'avons fait que du chevènementisme. C'est-à-dire au moment où il y avait tout un électorat à récupérer, on a parlé exclusivement à la gauche et on n'a envoyé aucun signal à cet électorat. Quand on fait du ni droite ni gauche, c'est bien, mais si on fait du ni droite ni gauche ni droite, là ça devient un peu inquiétant. En fait, en faisant ça, elle a validé le système gauche-droite. Or, le système gauche-droite, c'est une escroquerie. Il n'y a pas aujourd'hui de gauche ou de droite. Il y a une alliance de la droite financière néolibérale et de la gauche bobo, de la gauche libertaire, c'est ce qu'on appelle le libéralisme libertaire. Et pour résister à cette alliance libérale-libertaire qui a été inaugurée par mai 68 et qui est parfaitement incarnée par Cohn-Bendit, il faut produire l'opposition également double de la droite des valeurs et de la gauche du travail. Ce qui veut dire que le Front National, plus il va vers la gauche du travail, plus il doit marcher sur deux jambes et rééquilibrer par la droite des valeurs. Ce qui veut dire qu'il fallait être très très sur la ligne Philippot de la défense des acquis sociaux. Alors nous disons, la SNCF d'abord qui a fait des bénéfices, 224 millions d'euros au premier semestre 2014, n'avait pas besoin d'augmenter les tarifs, et deux, il faut mettre fin aux directives européennes, je finis juste là, aux directives européennes d'ouverture et de casse du service public, parce qu'il se traduit par moins de qualité du service et plus des prix plus élevés. Mais il fallait aussi être très sur la droite des valeurs en participant activement et en prenant le contrôle, puisque c'était en fait, ça revenait au Front National, c'était la manif pour tous. C'est vrai qu'on peut dire qu'il y a d'une manière générale une majorité de chrétiens, mais il n'y a pas que des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des gens qui n'ont pas d'appartenance religieuse, mais en même temps, on se rend bien compte que là, c'est vraiment les fondements de la société qui sont en train d'être bousculés. C'est-à-dire la défense de la famille traditionnelle, lutter contre la théorie du genre, etc. Or, Marine Le Pen a totalement abandonné ce combat
en pensant que puisqu'il fallait que le Front National aille plus à gauche, il fallait qu'il soit moins à droite. Chrétiens, juifs, musulmans, hétérosexuels, homosexuels, non-croyants, on est d'abord français. C'est une petite phrase lâchée lors de la plus traditionnelle des manifestations frontistes. Marine Le Pen, tout à sa stratégie de dédiabolisation, tend alors la main à plusieurs minorités. Le but, montrer que le FN n'est ni raciste ni homophobe. Bien que le Front National s'oppose au mariage pour tous, Marine Le Pen a choisi de ne pas officiellement appeler à manifester. Parce que l'UMP en sera, mais aussi pour ne pas risquer d'être associée à d'éventuels dérapages homophobes. Et elle était là dans la validation gauche-droite de l'ennemi. Alors qu'en fait, il fallait qu'elle marche sur ses deux jambes et que plus elle prenait des positions gauche du travail, plus il fallait qu'elle prenne des positions droite des valeurs. C'est-à-dire et défense des acquis sociaux, du monde du travail et défense des valeurs traditionnelles. Vous êtes contre le mariage pour tous ? Oui. Totalement contre ? Oui, oui. Et vous n'irez pas manifester ? Non, je n'irai pas manifester. Elle a commis cette grave erreur d'abandonner la droite des valeurs et du coup elle a perdu un certain électorat de la bourgeoisie catholique et de la bourgeoisie vieillissante. Et aujourd'hui, elle s'en rend compte par des études et donc elle se dit la bourgeoisie et les vieux ne votent pas pour moi, donc je vais revenir sur mes promesses de sortir de l'UE et de réintroduire le franc. Que feriez-vous concernant l'euro ? Jusqu'à il y a peu, vous disiez le préambule à toute action efficace, c'est de sortir immédiatement la France de l'euro. Vous avez changé d'avis en disant que vous organiseriez un référendum au bout de quelques mois. Où en êtes-vous ? Allons-nous, si vous êtes président de la République, sortir in petto de l'euro ? Il n'a jamais été question de cela, monsieur. Jamais. Jamais. Ce qui est catastrophique. Parce qu'en fait, c'est une réaction de panique qui déséquilibre encore plus par rapport justement à ces deux fléaux de la balance qui doivent être en équilibre, droite des valeurs et gauche du travail. Et je fais remarquer, moi, que défendre la gauche du travail et la droite des valeurs, c'est la même chose et que ce sont des électorats qui sont non seulement complémentaires mais en harmonie. Parce que l'on lutte pour protéger la famille de sa destruction ou qu'on lutte pour protéger le code du travail par rapport à la loi travail, c'est lutter dans les deux cas pour sauver et maintenir des structures qui protègent la qualité humaine, la qualité de la vie et l'humanité contre la violence libérale de la dérégulation et de la déréglementation systématique, qui est en fait la dictature du marché et la soumission totale par la flexibilité totale de l'individu à la violence et à l'absurdité du marché. Rendez-nous nos emplois, rendez-nous. S'ils ne veulent pas être licenciés, ces ingénieurs doivent accepter de travailler en Pologne. C'est là que Delphi va délocaliser son centre de recherche et développement. Cette offre de reclassement révolte les salariés. Je ne sais pas comment je vais faire, je vais voir, je vais poser la question à mes enfants si ça leur plairait d'aller à l'école à Cracovie, de changer de pays. Je pense que je vais en parler le soir de Noël, ce sera intéressant. Parce que là, ils nous annoncent ça à 2 semaines de Noël. Elle est merveilleuse, on est là pour dire à M. Hollande qu'il n'a pas le droit de priver par une loi un enfant d'un père ou d'une mère et comme emploi d'avenir, il ne peut pas proposer aux filles de France de louer leur ventre. C'est la même chose de défendre le code du travail que de défendre la famille traditionnelle. Et ces deux combats se rejoignent et sont partagés par les mêmes, qu'ils soient d'origine bourgeoise catholique ou qu'ils soient issus du Parti communiste. Monsieur White, le patron de chez Suner, avait proposé à ses salariés qu'il avait licenciés d'aller travailler en Roumanie pour 110 € par mois. Alors maintenant, leur prime d'ancienneté, c'est ce qui faisait un petit peu la différence entre les salaires de Roumanie et le salaire un petit peu plus fort de 110 €. Et ça, bon, aujourd'hui, c'est pas pensable. On peut imaginer des gens qui ont fait toute leur vie ici, parce que, en plus, c'est du personnel féminin, pas très formé, qu'il a là-bas chez lui, qui ont peut-être entre 15 et 20 ans d'ancienneté, qui forcément ont fait toute leur vie ici, leur conjoint travaille ici, ils ont peut-être une maison, les enfants vont à l'école ici. Donc voilà, ça voudrait dire partir en Roumanie, c'est tout remettre en cause, quoi, là. La famille fait tourner l'économie. Elle prépare les enfants et les jeunes à leur future responsabilité d'adultes. Elle prépare aussi, plus prosaïquement, le financement des retraites de demain. À tous égards, la famille, c'est le présent et l'avenir de la société. Sans famille, il n'y a pas d'avenir. Et il était absolument nécessaire que le Front National comprenne et valide ce double combat qui n'en est en fait qu'un seul, gauche du travail, droite des valeurs. C'était le ticket gagnant pour avoir le plus large électorat et rassembler l'électorat social du nord de la France et l'électorat plus bourgeois et plus rentier du sud de la France. C'est ce double électorat Front National. Ils étaient convergents par la politique
de la gauche du travail et de la droite des valeurs. Marine n'a pas compris ça. Alors là, on touche au schisme qui divise en ce moment le FN, la question de l'avortement, de la contraception. Florian Philippot est favorable à ce que l'on affirme haut et fort que le FN n'y reviendra pas, que la contraception est un progrès. Pareil pour l'avortement, pas question de le remettre en cause. Marine Le Pen est sur cette ligne. Ça, c'est les progressistes. Et en face, il y a les tradis, Marion Maréchal Le Pen et une partie des cadres du FN qui sont contre l'idée d'abandonner le credo pro-famille, hostile à des avortements qu'ils qualifient volontiers de confort. On voit que c'est un débat décisif, explosif même pour le FN, qui repose historiquement sur 2 piliers, la préférence nationale et les valeurs morales. Elle a abandonné la droite des valeurs pour aller vers la gauche du travail. En coulisses, c'est pourtant bien sur les idées que les cadres s'écharpent. Parmi les derniers exemples en date, Louis Alliot, qui appelle à un changement important, visible de la population. Il n'en fallait pas plus pour y voir une contestation de la ligne édictée depuis 2012 par Florian Philippot. Ils veulent juste qu'on entende plus parler de leurs mesures en faveur des entreprises, en faveur des petits patrons, des artisans, des commerçants, et que ça soit un message qui soit adressé un peu plus clairement aux électeurs de droite, là où il y a pour beaucoup de dirigeants FN un réservoir de voix, pour essayer de séduire ces électeurs-là. Convaincre Marine Le Pen de faire bouger les lignes, trop à gauche selon certains élus qui se sont déjà publiquement prononcés pour l'allègement des cotisations pour les entreprises ou encore pour la suppression de l'impôt sur la fortune, des mesures libérales économiquement qui rappellent le programme de Jean-Marie Le Pen à la création du Front National. Aujourd'hui, elle corrige le tir de manière maladroite et trop tardive. Elle a laissé tout un espace à Juppé. Elle a perdu et la bourgeoisie traditionnelle française et les petits rentiers et aussi les électeurs musulmans. Ça fait quand même beaucoup de monde et je pense que cette succession d'erreurs feront, en ce moment d'ailleurs que le message du Front National est assez inaudible. Marion Maréchal Le Pen tourne les talons. La députée quitte la réunion du mouvement initié par Robert Ménard bien plus tôt que prévu et ne veut pas épiloguer. Rassurez-vous, il n'y a pas de souci, tout va bien. Voilà, c'est juste qu'on considère qu'il y a un certain nombre de déclarations qui sont pour le moins maladroites. Je voudrais remercier Marion Maréchal Le Pen. Le pari ici, on l'a dit dès le début, c'est de réconcilier, de faire travailler ensemble les droites qui sont diverses, différentes, divergentes, qui pour certaines se combattent. Essayez tous ensemble de voir quels sont les points communs, qu'est-ce qui nous rassemble. Mais vous savez, la notion droite-gauche, il va falloir au bout d'un moment que... Parce que là, dans ces discussions, on est un peu en retard sur les Français. C'est pas la question c'est de convaincre les gens de votre parti, de convaincre des gens comme Marion Maréchal Le Pen qui dit « moi je suis de droite », Louis Alliot « moi je suis de droite ». Mais ils ont le droit de le dire, voilà. Ça me dérange pas. Peut-être qu'eux aussi sont dépassés par rapport aux Français. Je vous parle du positionnement politique. Ils sont peut-être dépassés de dire ça, peut-être un gars. Je pense que le parti politique Front National serait complètement has-been si lui-même se positionnait en disant « nous on est de droite ». Moi je me considère comme une femme de droite, souverainiste. Identitaire. Donc vous ne vous retrouvez pas dans les valeurs défendues par Robert Ménard et tous ses amis qui étaient réunis à Béziers pendant le week-end. Valeurs actuelles, par exemple, qui dit la dérive de Marine Le Pen vers un mélenchonisme économique matiné de fulgurance gay-friendly. On en est là ? À droite ? Ils disent toujours ni droite ni gauche. Philippot, c'est ni droite ni droite. Ouais. Il ne représente pas les militants du FN, Florian Philippot ? Écoutez, je sais pas, demandez aux militants du Front National. Quand je les vois, j'ai pas l'impression que cette sensibilité-là, elle recouvre sur le terrain économique, sur le terrain de la famille, sur le terrain des valeurs et de la civilisation européenne. Je suis pas sûr que ce soit, le meilleur représentant. Cette succession d'erreurs feront, en ce moment d'ailleurs que le message du Front National est assez inaudible, et que probablement elle risque d'être dans l'incapacité certaine de ne pas pouvoir gagner le deuxième tour de la présidentielle, mais même dans le risque de n'être pas présente au deuxième tour, ce qui est catastrophique par rapport à tous les sacrifices et même, je dirais, les reniements qu'elle a fait pour réintégrer finalement ce qui est l'arc républicain. Derrière Marine Le Pen, qui est irréprochable personnellement, je me demande ce que j'ai fait à ma fille et à la présidente du Front National pour mériter un traitement aussi sévère. Il y a tous les négationnistes, tous les vichistes, tous les pétainistes. Ce qui est aussi d'ailleurs une stratégie, à mon avis, catastrophique, de réintégrer l'arc républicain, qui est aussi réintégrer le politiquement correct, au moment où notamment l'exemple de Trump aux États-Unis nous montre que les gens en ont marre et qu'ils veulent en sortir. You've called women you don't like fat pigs, dogs, slobs,
and disgusting animals. Your Twitter account has several disparaging comments about women's looks. Does that sound to you like the temperament of a man we should elect as president? And how will you answer the charge from Hillary Clinton, who is likely to be the Democratic nominee, that you are part of the war on women? I think the big problem this country has is being politically correct. I've been challenged by so many people, and I don't frankly have time for total political correctness. And to be honest with you, this country doesn't have time either. Mon analyse, moi, c'est qu'on voit que Sarkozy a été la fin de l'UMP et du gaullisme. D'ailleurs, il vient de changer le nom du parti en républicain. Hollande est la fin du Parti socialiste. On le voit avec l'émergence de Macron et même l'émergence de Montebourg. Au Montbeuvray, Arnaud Montebourg fait son retour politique et médiatique. L'ancien ministre a un premier message, son ancrage à gauche. Façon de se démarquer du ni droite ni gauche d'Emmanuel Macron. Façon aussi de s'opposer à François Hollande avec une formule qui rappelle le moi président du candidat de 2012. Et en fait, Marine Le Pen, ce n'est pas le renouveau du Front National, c'est la fin du Front National. D'un côté, Marine Le Pen, de l'autre, Jean-Marie Le Pen. En ce 1er mai, la fille et le père rendent hommage à Jeanne d'Arc, mais pas au même endroit. 2 places différentes dans Paris, nouvelle illustration d'un psychodrame familial et de la division du Front National. La présidente du Front National sera battue au 2e tour et peut-être même au 1er. Avec elle sera liquidé le Front National, qui changera de nom, qui d'ailleurs la poussera à la démission, et qui ralliera, et qui sera la fin de cette spécificité du Front National, qui avait à la fois une aile droite et une aile gauche, y compris sur la question du rapport capital-travail, mais aussi sur la question du pro-sionisme ou de l'antisionisme. Et finalement, le Front National, d'après Marine, deviendra un parti populiste typiquement européen, c'est-à-dire populiste et pro-sioniste, hein, qui sera la fin du Front National en réalité. Et ça pourra s'appeler d'ailleurs les Patriotes et être un parti sur une ligne zémourienne, c'est-à-dire libéral au niveau économique et sioniste sur le plan géopolitique et anti-musulman. Et donc Marine Le Pen est bien pour moi, comme Sarkozy est la fin de l'UMP et du gaullisme, comme Hollande est la fin du Parti socialiste, Marine Le Pen en fait c'est la fin du Front National.